Bienvenue sur le podcast des notaires conseils d'entreprise, le premier réseau de notaires spécialisé dans le conseil aux entrepreneurs. Plus d'informations sur le réseau dans le descriptif. Pour notre troisième épisode, nous vous proposons un échange autour de la mutation de l'entreprise à travers le prisme de la philanthropie. Une table ronde enregistrée à l'occasion du 15e anniversaire de l'association NCE. NCE, Notaire Conseil d'entreprise. Alors les entreprises, on le disait ce matin, elles n'ont pas pour seul objectif les profits. Donc on le disait à la table ronde précédente, de plus en plus elles ont des raisons d'être qui les emmènent avec elles et qui emmènent leurs salariés avec elles justement, et notamment sur les chemins de la philanthropie. C'est ce dont on va parler maintenant. Ils m'ont rejoint, donc ils sont là. Je vous les présente. Donc Virginie Segers, vous êtes présidente du cabinet Profil, qui est une entreprise à mission, un cabinet de conseil en stratégie et centre de recherche dédié à la contribution des entreprises au bien commun. À côté de moi, Yann Roland, vous êtes président du fonds de dotation actionnaire de Superbloom, président de De Facto, une communauté de chefs d'entreprise qui ont donné une partie de leur titre à un fonds de dotation actionnaire. Vous nous expliquerez tout à l'heure exactement en quoi ça consiste. À côté de vous, donc, nous avons Frédéric Aumont, qui est notaire associé à Lyon, au sein du groupe Altemis, chargé d'enseignement à l'université, membre du bureau NCE. Alors, on va démarrer justement donc, pour parler de cette philanthropie. Encore une mutation de l'entreprise. On en a déjà parlé ce matin, d'autres mutations. Et là, c'est une nouvelle mutation. Virginie Segers, vous défrichez ce modèle des fondations actionnaires en France. Un modèle très riche, on le sait, qui a de multiples dimensions. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir conviés sur un sujet en effet assez escarpé et nouveau dans le paysage du capitalisme français, la fondation actionnaire. Alors, fondation actionnaire, ce sont deux termes qui peuvent paraître antinomiques. Certains y voient même un oxymore. La fondation, a priori, c'est l'intérêt général, le long terme. Actionnaire, c'est le capitalisme, souvent financier et souvent à court terme. On est évidemment dans la caricature des deux termes et nous avons toujours été convaincus chez Profil que de cet antinomisme, si je peux m'exprimer ainsi, pouvait naître beaucoup d'innovation et quelque chose de très fertile comme modèle. Depuis 2015, nous défrichons, c'est le bon terme, en effet, cette terra incognita en France des fondations actionnaires. Nous avons publié, je vous ai apporté ici, si certains d'entre vous veulent regarder nos publications, nous avons publié la première étude européenne comparée, car c'est un modèle extrêmement développé, nous verrons les chiffres tout à l'heure, en Europe du Nord, au Danemark, en Allemagne, en Suisse, où de grands fleurons industriels notamment appartiennent à des fondations. Nous avons collaboré avec l'Inspection générale des finances sur un rapport qui est en ligne en 2017 sur comment développer le rôle économique des fondations. Nous avons signé un pacte de coopération avec le Danemark et M. Le Maire sur comment développer les fondations actionnaires en France. Nous avons publié un guide pratique qui est ici aussi pour tous ceux qui voudraient se lancer sur cette voie. Et puis d'autres publications sur la contribution et la collaboration possible entre fondations actionnaires et investisseurs au même tour de table. Donc voilà, on porte à la fois en termes de conseil en stratégie, qui est notre métier chez Profil, la transformation de certaines entreprises en fondations actionnaires, et en termes de recherche, nous essayons de nous inspirer de nos voisins nord-européens pour mieux comprendre ce qui peut ou ce qui pourrait être implémenté en France. Nous revenons d'ailleurs avec Yann et une vingtaine de membres de la communauté De Facto que nous avons créée d'un voyage d'études en Allemagne qui était d'une richesse inouïe. Alors justement, donc Virginie, quelles sont finalement les motivations des entreprises pour se doter de fonds et puis de faire une fondation, enfin donner des fonds à une fondation? Est-ce qu'elles se sentent finalement une nouvelle mission? Est-ce que s'il y a une prise de conscience, on parlait ce matin des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux, qu'est-ce qui fait le déclencheur? Alors peut-être avant de venir aux motivations, présenter en quelques schémas très rapides ce qu'est une fondation actionnaire. Alors déjà, une fondation actionnaire, c'est une appellation générique, ça n'est pas un statut juridique. Il y a aujourd'hui 3 statuts en France qui permettent de jouer ce rôle. 2 qui sont dans le champ de l'intérêt général, la fondation reconnue d'utilité publique et le fonds de dotation.
un nouveau statut qui a émergé suite à la loi Pacte, qui est le fonds de pérennité, qui n'est pas d'intérêt général et qui ne remporte pas beaucoup de succès. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Donc je vais me concentrer surtout sur le fonds de dotation, qui est le véhicule juridique plébiscité par les entrepreneurs aujourd'hui qui veulent aller vers la fondation actionnaire. Donc on utilise chez Profil cette ombrelle de fondation actionnaire pour encapsuler quoi ? Le fait qu'une fondation ou structure assimilée puisse détenir une part significative des titres et donc à la fois des droits au capital et des droits de vote d'une entreprise. Comme vous le voyez, elle a une double mission, une mission philanthropique qui est dans ses statuts et une mission actionnariale de fait parce que cette structure se retrouve actionnaire et donc doit représenter l'actionnaire d'intérêt général très atypique qu'est le fonds de dotation dans les organes de gouvernance de l'entreprise. Donc on est sur un sujet de transmission d'abord, un sujet en effet de dépossession, un sujet de modèle de propriété et de gouvernance, en plus évidemment de la mission habituelle des fondations qui est philanthropique. Voilà, on ne va peut-être pas entrer, mais on voit bien que les dividendes servent à financer l'action philanthropique, éventuellement d'autres dons ou d'autres legs, éventuellement de la collecte auprès du grand public. Mais ce qui est au cœur de la volonté des fondateurs, c'est de préserver, de protéger une entreprise qu'ils ont reprise, qu'ils ont développée, comme Yann, qui va en témoigner bientôt, ou dont ils ont hérité. C'est un modèle qui est compatible avec toutes les tailles d'entreprise, à partir du moment où le capital est relativement resserré, avec tous les secteurs. Aujourd'hui, chez De Facto, je crois à Yann, qui est président de la communauté, on a vraiment autant la filière bio que le bois, que la distribution, le commerce, des startups, des acteurs de l'économie sociale. Enfin, c'est d'une incroyable richesse. Et on voit bien qu'avec une fondation actionnaire, peuvent cohabiter au capital de l'actionnariat salarié, des fonds d'investissement, d'autres actionnaires et notamment des actionnaires familiaux. Alors, les motivations... Voilà, donc on en vient à la question, les motivations, voilà, parce que c'est important. J'étais obligée de vous expliquer un petit peu la définition pour vous dire voilà, qu'est-ce qui peut motiver un entrepreneur à aller vers ce modèle. Et je pense que le témoignage de Yann sera encore plus incarné et riche que le mien. La motivation, souvent, quand ils viennent nous voir, c'est de préserver l'entreprise, de protéger l'entreprise, de faire attention aussi aux enfants, quand ils ont des enfants, et de partager avec eux une aventure qui est une aventure philanthropique plus qu'une aventure patrimoniale habituelle. Et donc, sur le volet philanthropique, ils ont envie qu'il y ait dans le tour de table un actionnaire stable, de long terme, pérenne et d'intérêt général, donc qui puisse œuvrer en faveur des grandes causes systémiques dont vous avez parlé. Ils ont envie de démultiplier les ressources pour agir dans le champ philanthropique, de diffuser des valeurs de partage de la valeur, de solidarité, souvent d'agir sur leur territoire d'implantation et d'avoir, encore une fois, avec leurs enfants, une nouvelle aventure, parce que parfois ils n'ont pas eu tout à fait assez de temps pour être avec eux aussi, étant des entrepreneurs extrêmement actifs. Ils sont très heureux de partager avec leurs enfants cette aventure philanthropique. Sur le volet actionnarial, eh bien, leur volonté, c'est de sanctuariser une partie du capital dans cette structure pour pérenniser l'entreprise. Évidemment, une entreprise dont ils souhaitent qu'elle soit performante, donc il n'y a absolument aucun renoncement sur la performance. Ils veulent protéger des valeurs qui sont parfois des valeurs familiales. Ce sont beaucoup des entreprises familiales qui viennent nous voir. Les protéger grâce à une charte d'engagement que le fonds de dotation en tant qu'actionnaire doit devoir mettre en œuvre dans la stratégie de l'entreprise. Ils souhaitent gérer cette croissance de l'entreprise en cohérence avec cette vision et avec cette valeur et que ça ne soit pas dévoyé. Éviter souvent que l'entreprise soit vendus classiquement et parfois démantelés ou dont le capital soit dispersé. Éviter d'avoir à payer les droits de succession, de mutation qui bien souvent vont se traduire par un fort endettement pour pouvoir, sur l'entreprise, qui va peser sur l'entreprise et sa performance pour pouvoir les rembourser. Enfin, autant de sujets qui sont votre quotidien, j'imagine, et encore plus que le mien. Et donc,
évidemment, cette transmission à un fonds de dotation va exonérer la part transmise des droits de mutation. Et puis, il y a un sujet aussi souvent de souveraineté économique. Ce sont des entrepreneurs qui sont fiers et heureux que l'entreprise soit en France, qui ont envie qu'elle reste en France, qui ont eu des demandes ou certains ont, quasiment tous les mois, des propositions de rachat à des montants considérables. Et ils sont assez fiers finalement de résister et de dire nous, on a choisi un modèle alternatif, l'entreprise va rester en France, sur son territoire, et une partie significative va être protégée dans un fonds de dotation. Je me tourne vers vous, Yann Roland. Vous avez une démarche effectivement très innovante. Vous allez nous expliquer justement comment vous avez fait. Vous avez créé au cours de l'été 2021 Super Bloom. C'est le premier fonds de dotation actionnaire détenteur d'une entreprise à mission. Vous êtes un entrepreneur nantais, donc vous avez dirigé votre entreprise qui fait des portes d'entrée, des fenêtres, des panneaux solaires. 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça ? À peu près, 1000 salariés pendant 25 ans, un peu plus même. Et au moment de transmettre, vous avez décidé de donner 40% de vos parts à Super Bloom, justement, qui est devenu le principal actionnaire de l'entreprise. Pourquoi vous avez fait ça? Expliquez-nous votre démarche finalement. Comment ça s'est passé? Alors, bonjour à tous. Effectivement, c'est une démarche parce que c'est une entreprise que j'avais reprise en 95. Il y avait 90 salariés. Et quand je dis que je l'avais reprise, c'est un excès de langage parce qu'en réalité, les financiers étaient majoritaires. J'ai fait un LBO. C'était un petit peu nouveau à l'époque. C'était des termes qui n'étaient pas connus. Et très vite, j'ai compris que j'étais subordonné à mes actionnaires et qui envisageaient une sortie au bout de 5 ans avec une plus-value significative. Et donc, j'ai décidé de faire un deuxième LBO, ce qui ne se faisait pas à l'époque, et j'en ai fait même un troisième. Donc, en 15 ans, de cette façon, pendant que l'entreprise se développait, je suis devenu majoritaire à 55% du capital. Et parallèlement à ça, j'avais un engagement vis-à-vis des salariés de faire mes meilleurs efforts pour que l'entreprise ne soit plus jamais subordonnée à la finance. Ça a été un petit peu c'était mes convictions. Je trouvais que l'argent, la finance devait être au service de nos entreprises et non pas à l'inverse. Et sauf que progressivement, l'âge venant, il a fallu que j'envisage ma succession, sachant que j'ai des enfants mais qui n'avaient pas le profil pour reprendre l'entreprise. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré Virginie et sa collègue Geneviève chez Profil, qui m'ont parlé des fonds de dotation actionnaire. Alors, j'avais déjà lu dans la presse, mais c'est vrai qu'au moment où les choses se précisaient, ça tombait bien qu'on se rencontre pour en parler. D'autant plus que l'entreprise, au moment de sa cession, a pris une valeur vraiment très importante. Alors, je ne déclare pas la valeur, mais elle était vraiment très importante. Je vais vous demander combien. Non, mais voilà, je reste discret là-dessus, mais c'est beaucoup de millions d'euros. Et moi, alors spontanément, je sais que je suis peut-être un peu atypique, mais je me suis dit, mais tous ces millions d'euros, ça ne me revient pas, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'avait pas de sens, parce qu'on avait développé avec une communauté d'hommes et de femmes, et puis d'autres partenaires aussi à l'extérieur de l'entreprise, cette belle entreprise. Et je trouve que cette traduction en millions d'euros, je trouve que ça n'avait pas de sens. Et puis l'autre sujet, c'est que le directeur général de l'entreprise que j'avais recruté 10 ans plus tôt m'a sollicité pour faire une reprise. Ma première réaction était de lui dire on ne va pas encore faire un 4e LBO parce qu'on a contracté beaucoup de dettes seniors dans le passé, on a fait beaucoup de remboursements. Ça pompe beaucoup la trésorerie de l'entreprise, même si l'entreprise se porte bien. Et d'où l'idée justement qu'en me dépossédant partiellement des actions que j'avais, en les apportant à un fonds de dotation. Donc, comme vous l'avez compris, la dépossession se traduit par le fait qu'on donne à une organisation qui n'appartient à personne. Ceci dit, le fonds de dotation actionnaire est créé par des membres. En l'occurrence, c'était ma famille, c'est-à-dire moi-même, ma femme et mes 3 enfants. Et de fait, les fondateurs deviennent membres du conseil d'administration. Et donc, je suis le président du fonds de dotation. Donc, ça aboutit à ce schéma qu'on voit là, c'est ça? Exactement. Parallèlement à ça, je n'avais pas regardé effectivement, parallèlement à ça, on a réorganisé le capital de l'entreprise, c'est-à-dire que donc le fonds de dotation, avec l'apport que je lui avais donné, détenait 35% du capital de la NewCo, de la holding qui allait reprendre. On avait déjà 260 salariés actionnaires et mon successeur a poussé l'actionnariat salarié en créant un FCPE. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 850 salariés qui sont actionnaires, qui détiennent 33% du capital. Et puis, on a appelé des investisseurs financiers. On a Tikeo, qui est un grand fonds français. Et puis, on a un fonds Impact et puis un fonds régional qui nous suit depuis longtemps. Et ce que je voudrais témoigner ici, c'est que cet attelage qui était un peu pionnier, effectivement, sur notre territoire, qui a certainement... on a eu des candidats quand on a présenté le projet de reprise de l'entreprise par mon successeur, mais on n'a pas eu tout le monde.
Manifestement, il y a des investisseurs financiers qui ont pensé peut-être qu'un fonds de dotation, c'était des gens peut-être un peu angéliques, un peu gentils, et que ça allait peut-être pas cracher suffisamment de TRI. Et bon, on en a eu quelques-uns, on a pu faire un choix. Et je peux témoigner 2 ans et demi après que c'est en fait un attelage qui est très complémentaire. En même temps, on est devenu effectivement entreprise à mission en même temps de cette session, c'est-à-dire en juin 2021. Et je peux traduire ici les propos de mon successeur qui dit que lui, il dirige l'entreprise avec un comité stratégique, ce que j'avais déjà, c'est-à-dire une gouvernance avec des personnes, des collègues industriels extérieurs de l'entreprise, et puis le comité à mission qui veille aux engagements pris et les objectifs pris dans la mission, et puis un représentant des salariés actionnaires. Et cette boussole, pour lui, c'est vraiment... on est très loin du greenwashing, c'est-à-dire que c'est complètement intégré dans tous les schémas de décision, dans tous les plans d'action qui sont pris, qui sont établis. Il y a ce souci du respect des engagements pris dans l'entreprise à mission. Il y a ce souci de la priorité de préserver l'indépendance de l'entreprise. Parce que, pour revenir à la question, donc moi, comme j'avais pris l'engagement que l'entreprise serait plus jamais subordonnée à la finance, l'apport de 35%, qui correspond à 35% du capital, a permis de faire que les financiers dont on a besoin, mais sont minoritaires, sont des actionnaires minoritaires, et donc cet élément a été rempli. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je constate depuis 2 ans et demi que dans mon rôle d'actionnaire, que j'exerce non pas dans le comité stratégique, mais je vois mon successeur, le président actuel, tous les 2 mois, je suis un actionnaire, en fait, exigeant. Alors, pas dans le sens, pardon pour la comparaison, mais pas dans le sens cupide des actionnaires financiers, mais je suis exigeant parce que si je me suis dépossédé, c'est pas pour être gentil, c'est pas pour être angélique, c'est parce que je veux vraiment que l'entreprise reste indépendante, c'est-à-dire qu'elle reste sur le sol français, comme l'a expliqué, sur notre territoire, comme l'a expliqué Virginie. Et puis, je veux que les salariés de l'entreprise, des gens du territoire, aient la main sur l'avenir de l'entreprise. Et surtout que les valeurs qu'on a développées ensemble ne soient pas altérées par la reprise d'un actionnaire financier ou même d'un actionnaire familial d'un concurrent. Et donc, je suis exigeant sur la performance des résultats. Et puis, alors, je suis exigeant aussi parce qu'en tant que philanthrope, le fonds de dotation reçoit des dividendes. Et ces dividendes nous servent à servir des associations d'intérêt général. Et donc, j'étais ambitieux quand j'étais entrepreneur business. Et aujourd'hui, je suis toujours aussi ambitieux. J'ai envie de pouvoir avoir un impact dans mes actions philanthropiques. Et puis, le dernier point, c'est que ce qui est chouette, c'est que j'ai transmis à mes enfants ce que je n'ai pas donné au fonds de dotation. On l'a réalisé en termes de patrimoine familial. Alors, on a très bien géré avec nos conseils notaires, qui fait partie d'ailleurs de NCE. Je ne savais pas avant de venir, mais c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Le conseil d'un avocat fiscaliste, etc. On a fait en sorte de faire les bons montages, de gérer au mieux les aspects fiscaux. Mais sincèrement, c'est pas mon nouveau projet de vie. Mon nouveau projet de vie, c'est pas d'avoir accumulé un max pour savoir ce que je vais faire avec tout cet argent et le consommer comme je vais le consommer. Et c'est pas de passer mon temps à payer le moins d'impôts possible. Je pense que mes conseils m'ont bien conseillé. Mais avec mes enfants et ma femme, nous avons une nouvelle ouverture à la vie voilà, sur le plan des valeurs. Et c'est assez merveilleux. C'est assez merveilleux de partager ça avec sa femme et mes enfants. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui, mais justement, je pense qu'on a tous envie de savoir quand même, est-ce qu'il n'y a pas, alors si votre femme et vos enfants vous ont suivi, déjà vous avez de la chance, vous n'avez pas de la famille, des amis qui vous ont dit mais t'es fou, quoi, pourquoi tu fais ça, tu pourrais prendre ton argent, aller, je sais pas, faire du bateau, je ne sais quoi. Alors, ils n'osent pas trop le dire, mais c'est vrai que moi, je suis parfois en situation délicate parce que quand ils me parlent de certains de leurs sujets, ceux qui étaient dans ma situation, je suis un peu gêné pour le dire, mais leurs histoires m'intéressent pas, leurs projets, enfin, m'intéressent pas. Ça m'intéresse parce que c'est des gens que j'aime bien, mais je veux dire, c'est beaucoup moins exaltant que de savoir que grâce à nos actions, on aide des personnes. On aide des associations qui elles-mêmes aident des personnes qui connaissent des difficultés et qui vont retrouver peut-être une joie de vivre, en tous les cas plus de bien-être. Et je rencontre des gens extraordinaires dans les associations, qui sont des entrepreneurs sociaux, qui sont entrepreneurs dans le sens qu'ils entreprennent, comme nous les entrepreneurs business, c'est-à-dire qu'ils sont créatifs, ils sont pugnaces, ils
Ils ont une vision à long terme. En plus, eux, ils se plaignent rarement. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris, contrairement aux entrepreneurs business souvent. Et, et sauf que ce sont des militants, c'est-à-dire que l'entrepreneur business, il développe une entreprise, c'est super, et il sait que le résultat, ça va être une accumulation de millions. Eux, ils vont rien accumuler du tout en millions. Par contre, ils créent des millions de personnes plus heureuses qu'elles n'étaient avant. Et puis, ils montent souvent des modèles improbables. Ils soulèvent des montagnes. Et pour l'entrepreneur que je suis, c'est très enrichissant. Je pense que je suis plus clairvoyant. Je connais mieux la sociologie de nos concitoyens. Je pense que j'ai des choix qui sont plus responsables par rapport à l'entreprise. Donc en fait, c'est aussi la démonstration que cette association, cet attelage du capitalisme et de l'altruisme sont convergents et sont profitables, même pour la création des EBITDA de l'entreprise, pour son aspect économique. Et c'est ça qui est absolument passionnant sur le plan du nouveau projet que je vis depuis 2 ans. À mon avis, vous aurez beaucoup de questions tout à l'heure, donc préparez vos questions. Frédéric Aumont, donc vous allez nous dire finalement ce qu'on voit se développer aujourd'hui en France. Est-ce que ça a son équivalent dans d'autres pays européens? Alors, en effet, ça a son équivalent, et vous avez peut-être entendu parler, il y a un peu plus d'1 an, un chef d'entreprise un peu emblématique avait eu ces mots « J'ai donné mon entreprise à la terre ». Souvenez-vous, c'était Patagonia qui avait en effet annoncé, il y a un slide peut-être sur Patagonia, peu importe, voilà, qui avait annoncé mettre la majorité du capital de son entreprise au sein d'une fondation. Donc on voit qu'il y a un vrai mouvement de fonds, et il y a un vrai mouvement de fonds européen. Aujourd'hui, le pays probablement référent à la matière, c'est le Danemark. J'allais dire petit pays par la taille, mais grand pays par ses fondations actionnaires, puisque le Danemark, comme vous le voyez sur ce slide, a environ 1300 fondations actionnaires. Et aujourd'hui, les entreprises qui sont détenues par une fondation actionnaire, c'est 20% des salariés. C'est-à-dire 20% des salariés dans le secteur privé travaillent dans une entreprise dont tout ou partie du capital est détenu par une fondation actionnaire. Et ça représente 68% également de la capitalisation boursière au Danemark. Ça veut dire que ça n'est pas incompatible. On peut tout à fait avoir un actionnaire de long terme qui stabilise le capital comme une fondation actionnaire, tout en ayant recours à des financements extérieurs pour assurer la croissance de l'entreprise. Il faut bien se dire qu'en effet, ça n'est pas antinomique et ça n'est pas l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, le Danemark, qui est vraiment un pays référent en la matière, a conçu les fondations actionnaires, à la fois, comme on l'a dit, avec ce volet philanthropique, ce volet d'intérêt général, mais également comme la possibilité de maintenir le capital de ces entreprises sur place dans le pays sur le long terme pour éviter que ces entreprises, au moment d'une transmission, ne se fassent racheter ou soient transmises à des fonds extérieurs, à des fonds d'investissement extérieurs ou à d'autres entités. Donc ça fait partie aussi d'un modèle économique pour à la fois pérenniser le tissu économique et puis apporter d'autres valeurs plus pérennes, plus long terme, pour aussi avoir un véritable projet d'entreprise sur du long terme et pour associer l'ensemble, j'allais dire, de la famille, des collaborateurs qui sont partie prenante de ce projet. Et vous le voyez au travers de ce slide, ça concerne également des entreprises emblématiques. Vous connaissez Lego, Velux, Carlsberg, Victorinox, Rolex, etc. Toutes ces entreprises ont une majorité de leur capital qui est détenue par une fondation actionnaire. Et on voit que dans les autres pays européens qui sont voisins, l'Allemagne, 1000 fondations actionnaires, la Suède, 1000 fondations actionnaires, la Suisse également 140, et en France, on n'en est qu'à 30. Donc quand on voit la taille de la France, quand on voit le tissu quand même de PME et d'ETI que nous avons en France, on voit qu'on a une marge de progression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de cet environnement. Et on le disait un petit peu ce matin, c'est qu'on se rend bien compte que l'entreprise ne peut plus avoir pour seul objectif la rentabilité et la recherche d'économie et de profit, mais qu'elle doit avoir une autre vocation sociétale, et que cette autre vocation sociétale passe peut-être par l'entreprise à mission, comme on l'a dit, par la raison d'être, mais également par une détention capitalistique qui soit à l'abri de la pure spéculation financière. Donc, à mon avis, on est au début d'un mouvement de fond, et dans les années qui viennent, probablement que la France va développer ses fondations actionnaires sous réserve, on en parlera tout à l'heure, et on l'a un peu dit, d'avoir les bons outils, parce qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des outils, mais les choses sont probablement perfectibles. Virginie, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement concrets de fondations actionnaires ?
Alors oui, là, les chiffres que vous voyez sont issus de cette étude européenne qu'on a révélée en 2015. Et honnêtement, c'était une terra incognita, comme je l'évoquais tout à l'heure, parce qu'il n'y avait aucun article comparé, même parmi les travaux de recherche académique. Et moi, j'étais sidérée qu'un sujet aussi passionnant, et donc c'est pour ça que je suis ravie qu'il y ait des professeurs d'université avec nous qui embarquent, personne ne s'était penché sur un sujet qui a une dimension économique, philanthropique, patrimoniale, fiscale, juridique, sociétale. Enfin, c'est incroyable les dimensions du sujet, vous l'avez compris. Et donc, on a sorti cette étude qui est à votre disposition et qui est sur notre site internet. Et c'est vrai que très vite, Bercy a trouvé ça très intéressant comme outil de transmission, qui a eu ce rapport de l'inspection, etc. Et à l'époque, quand l'étude est sortie, il y en avait 4 en France. Et donc, proportionnellement, ça a pas mal monté, mais on partait de très très bas. Et donc j'espère bien que dans 10 ans, on ajoutera un 0. Hein, Yann, c'est ce qu'on va tenter de faire avec notre communauté De Facto. Donc De Facto, c'est une dynamique européenne en faveur des fondations actionnaires. Peut-être vous pouvez aller à la fin puis on remontera, voilà, qu'on a monté, qui réunit aujourd'hui une vingtaine de pionniers. Vous avez une carte avec des belles entreprises qui en font partie, comme Monin, les sirops Monin, voilà, qui est sur le chemin de la fondation actionnaire et qui l'a annoncé, donc on peut en parler publiquement, même si son fonds n'est pas encore monté, mais il veut absolument le faire. Archimbaud, qui est un leader dans le domaine des planches à palettes et des pellets à la biomasse. Vous avez vu peut-être aussi, pour ceux qui ont regardé Cache Investigation, que Élise Lucet s'est intéressée aux fondations actionnaires. Bon, on a un peu tremblé, hein, mais c'est Yann Roland, c'est Bruno Perrol de Bureau Vallée qui est allé sur le plateau. Et il apparaissait comme le gentil qui avait fait vraiment quelque chose de complètement disruptif. Voilà, donc je crois que Élise Lucet a découvert les fondations actionnaires et pour l'instant n'a pas trop de suspicions à leur égard. Formidable. Léa Nature, notre leader de la filière bio. Il n'y aurait pas lieu d'avoir la suspicion, de toute façon. Non, franchement, je ne vois pas très bien où elle serait. Aujourd'hui, j'ai envie de dire les seuls, entre guillemets, alors je ne dirais pas détracteurs, ils l'ont été un petit peu au début, mais maintenant un peu méfiants. Curieusement, c'est un monde qui m'est cher, que je connais de longue date, c'est le monde de la philanthropie, qui dit, mais une fondation, elle n'a pas à se mêler d'économie, elle ne sait pas être actionnaire. Et en effet, comme vous le savez, les mandats d'administrateurs au sein d'une fondation sont bénévoles, et ça, c'est un sujet, parce qu'en Europe du Nord, ils ne le sont pas. Et donc, on peut très bien avoir une responsabilité économique en siégeant comme administrateur d'une fondation qui est actionnaire. Mais ça serait assez logique qu'on soit rémunéré pour celle-ci. Donc, il y a plein de sujets d'ajustement qui sont nécessaires, sans parler d'aspects fiscaux sur lesquels on pourra revenir. Donc, non, il n'y a pas tellement de suspicion, et ça force plutôt l'admiration que de se déposséder, plutôt que de vendre son entreprise et en effet de s'enrichir au passage. Voilà. Et puis vous me demandiez, alors on a aussi des correspondants européens, des gens exceptionnels qui sont soit professeurs en effet d'université, chercheurs ou avocats de haut vol. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, notre correspondante au Danemark, Marianne Philippe, reçoit la Légion d'honneur des mains de l'ambassadeur pour ce qu'elle fait en faveur des fondations actionnaires. Elle est vice-présidente de la fondation Novo Nordisk, qui est la plus grande fondation actionnaire au monde. Et elle est présidente du comité danois sur la gouvernance des fondations. Et elle nous a vraiment aidés dans nos travaux. Donc on a la chance d'être entouré de gens vraiment pointus et j'ai envie de dire très sincères dans leur conviction que c'est un modèle parmi d'autres. Hein, c'est pas le seul, mais c'est un modèle de transmission extrêmement vertueux. Oui, alors, vous demandiez des exemples. Oui. Alors, je vous ai donné des exemples en France. Patagonia, alors c'est aux États-Unis, hein, c'est pas en Europe, Patagonia. Et c'est un modèle un peu différent parce qu'ils se sont inspirés de Bosch et ils ont distingué, si vous revenez sur Patagonia, le modèle, ils ont distingué le droit aux dividendes en donnant en effet les titres à l'équivalent d'une fondation qui œuvre pour la planète, d'où le slogan maintenant Patagonia appartient à la planète Terre, ce qui est très bien vu et très à l'américaine. Mais Yvan Chouinard est un convaincu depuis l'origine de ces modèles. Et ils ont donné néanmoins les droits de vote sur les décisions stratégiques à l'équivalent d'un trust. Donc ils ont distingué les deux, ce qui est rarement le cas en France. Aujourd'hui, tu n'as pas distingué les deux, par exemple, mais certains l'ont fait, mais c'est encore très rare. Mais c'est juridiquement faisable, en effet. On peut vraiment distinguer celui qui détient le capital de celui qui a le droit de vote sur la stratégie de l'entreprise.
Donc, en gros, les dividendes financent le projet philanthropique et là, la planète Terre, en tout cas des ONG en faveur de la Terre. Par contre, la stratégie de Patagonia, qui a d'ailleurs été une des premières à aller vers les nouveaux statuts de l'équivalent de société à mission, dont on s'est inspiré aussi en France, là, le droit de vote est dans un trust. Si on regarde d'autres exemples, vous avez Carl Zeiss. Alors, on a rencontré le CEO de Carl Zeiss il y a 15 jours en Allemagne. C'est impressionnant, à la fois le marché, la taille de l'entreprise qui est en milliards d'euros de chiffre d'affaires et le côté absolument leader sur des marchés stratégiques et notamment ce qui permet de graver les puces électroniques qu'on a tous dans nos téléphones. C'est eux qui sont leaders à l'échelle mondiale. Et bien Carl Zeiss appartient à 100%, les deux branches de Carl Zeiss, à une fondation actionnaire. Donc ce sont des dividendes considérables pour financer des projets philanthropiques. Et Bosch, comme je vous l'ai dit, là aussi c'est une distinction entre les droits de vote et droit au capital. En gros, la fondation a 92% des actions, mais elle n'a pas droit de vote. Et les droits de vote sont logés dans une société en commandite par action. Donc tout ça est très intéressant et très inspirant pour nous. Yann, comment est-ce qu'on aborde cette démarche de mise en place d'une fondation dans une... Frédéric, comment est-ce qu'on aborde cette démarche de mise en place d'une fondation quand on parle avec votre client, quand vous en parlez avec votre client, comment est-ce que vous leur dites ça, ce serait une bonne idée de faire ça? J'allais dire, le chef d'entreprise a un peu dit, Yann, c'est vraiment un projet familial. Et on le voit, ça n'est pas un projet individuel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté de faire participer sa famille à une histoire et de prolonger une histoire et de la prolonger différemment, en effet. Et ça, on le voit très fréquemment, c'est que le chef d'entreprise qui vient nous en parler, il a envie d'autre chose qu'une simple transmission capitalistique et de pouvoir de son entreprise à ses enfants ou à ses cadres dirigeants. Mais il a envie de créer des valeurs, il a envie de créer une histoire qui perdure et qui soit, j'allais dire, à vocation d'intérêt général. Donc, c'est la plupart du temps, quand on en parle, alors soit on en parle spontanément, moi j'ai un peu cette culture, j'aime ça, donc j'en parle à certains de mes clients chefs d'entreprise où je me dis, tiens, ça pourrait les intéresser. Et comment donc, ils l'accueillent alors en général? Au début, toujours un peu sceptique, c'est-à-dire que comme ils ne connaissent pas, la plupart, c'est quand même assez nouveau, donc soit on a un chef d'entreprise qui s'est déjà un petit peu intéressé au sujet et l'échange va tout de suite être un petit peu plus facile, sinon le premier réflexe, c'est un peu, mais une fondation, mais qui va décider? Comment j'organise le pouvoir? Comment ça va se passer? Donc, c'est vraiment les premières questions, c'est qui va décider? Et en fait, c'est qu'une question d'organisation de pouvoir. C'est-à-dire que ça soit dans une fondation, dans une holding ou dans un trust, si c'est possible, c'est comment j'organise les pouvoirs de décision et de gestion de l'entreprise, peu importe l'actionnaire. Ce qui est important, c'est de travailler sur qui va organiser le pouvoir, qui a le pouvoir de diriger l'entreprise. Et après, la valeur, on sait que la valeur qui va être créée va appartenir pour partie à cette fondation. Et le rôle aussi de la fondation, bien entendu, ça n'est pas que de, excusez-moi, tirer sur la valeur de l'entreprise, c'est aussi de faire croître l'entreprise, parce que c'est aussi sa pérennité qui est important. La fondation a aussi un intérêt à ce que l'entreprise soit pérenne, et donc a aussi décidé de réinvestir une partie peut-être des dividendes, et de ne pas prendre tous les dividendes pour des missions d'intérêt général, sans quoi l'entreprise, à un moment donné, va ne pas réinvestir, et donc on sait bien qu'une entreprise qui ne réinvestit pas finit par disparaître. Donc c'est vrai, c'est vraiment un projet global. Ça n'est pas qu'un projet d'intérêt général, ça n'est pas qu'un projet d'entreprise, c'est vraiment, je me rends compte, c'est vraiment les deux quand on en discute avec le chef d'entreprise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Donc c'est vrai que soit on a un chef d'entreprise qui est déjà ouvert et la discussion va se faire beaucoup plus rapidement. Moi, je travaille actuellement sur une transmission d'entreprise et le chef d'entreprise était déjà un peu dans cette démarche. Et un jour, il m'appelle, il me dit, Frédéric, je mets 100% dans la fondation. Je dis, attention, on va en rediscuter. Il y a quand même un projet, il y a des enfants, il faut que ça s'insère dans une logique familiale. Qu'est-ce que vous voulez en faire derrière? Comment on s'organise? Voilà, donc, et après, petit à petit, en fait, on se rend compte qu'on construit. Mais attention, c'est une construction de moyen long terme. Il ne faut pas que ça soit un effet de mode. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vrai projet derrière. Et vous l'avez très bien démontré, il y a un vrai projet familial. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais ça veut dire qu'il faut se donner le temps aussi de construire ce projet. Et en fait, la fondation n'est qu'un outil pour arriver à un projet par rapport à une vision qu'on a. Et c'est ça qui est important, d'être capable d'accompagner son client sur ces sujets-là et de ne pas brusquer les étapes, parce qu'il faut aussi, à mon sens, recueillir l'adhésion de la famille. Au-delà des questions purement techniques que vous connaissez, réserve héréditaire, je renonce pas à une partie de ma réserve héréditaire, ça c'est des outils, c'est technique, mais est-ce qu'on renonce pour des bonnes raisons? Est-ce qu'il y a un vrai projet derrière? Est-ce que ce n'est pas l'idée de déshériter purement et simplement ses enfants? Autant dire que ça va à l'échec, on est bien d'accord.
parce que derrière, il n'y aura pas de cohésion, il n'y aura pas de dynamique. Il faut bien se dire qui va faire vivre la fondation demain. C'est forcément votre famille, ou c'est des proches, ou c'est des gens avec lesquels vous avez une histoire. Et c'est eux qui vont la continuer. C'est ça aussi la fondation, je pense. Alors justement, Yann, comment vous avez fait vous, pour convaincre votre famille? Écoutez, moi, ma famille, elle m'a vu voir comment, que l'entreprise se développait, qu'elle était prospère. Et j'ai commencé à expliquer que ça, c'était un peu mon truc, qu'une entreprise qui fonctionne bien, qui prospère, génère de l'exclusion. Parce que pour être performant, les gens qui sont plus fragiles, ils ont du mal à tenir dans nos entreprises, dans la compétition internationale. Et c'est comme ça. Et on peut faire attention, mais on peut pas tout éviter. Parfois, on est obligé de se séparer de certains collaborateurs. Parfois, ils partent d'eux-mêmes. Parfois, ils viennent même pas dans la boîte parce qu'ils ont peur que ce soit trop compliqué. Et parallèlement à ça, l'entreprise, elle est prospère, donc elle gagne beaucoup d'argent et ça profite aux actionnaires. Et donc, je vous le présente un peu comme ça pour vous montrer un petit peu les extrêmes entre des gens qui sont exclus du système et d'autres qui gagnent beaucoup d'argent, et en particulier quand c'est des financiers, donc ça devient indécent. Bref, mes enfants m'ont entendu parler de ces choses-là. Et quand il s'est agi de faire l'opération dont on a parlé depuis tout à l'heure, je veux dire, il n'y a pas eu de question, sachant que... Ils n'ont pas eu le sentiment d'être déshérités. Sachant qu'il y avait quand même beaucoup d'argent à côté et qui sont sécurisés, et que j'ai mis en place avec mes conseils des systèmes pour que leurs projets professionnels puissent être soutenus. Donc ils sont plutôt privilégiés. Il n'y a rien de sacrificiel dans ce que nous avons fait, nous, dans ma famille en tous les cas. Moi, je ne conseille pas non plus de se déposséder à 100%. Je pense qu'il faut trouver le bon réglage, les bons dispositifs pour que ça s'équilibre bien. Et puis, quand vous parlez à des jeunes qui ont 30 ans, de leur dire, et en plus, on va soutenir des associations. Nous, en l'occurrence, on est sur l'éducation alternative et les femmes en précarité. D'ailleurs, c'est eux qui ont choisi les thèmes. Bien sûr qu'ils adhèrent. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants de gens millionnaires ou milliardaires à qui on dirait on va soutenir les gens un peu fragiles, etc. Et qui diraient non, je ne veux pas parce que je veux tout garder pour moi. Alors, par rapport à votre remarque de tout à l'heure, oui, j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont dit mais vos enfants ont accepté, parce qu'il y a quand même la signature de l'ARAR, c'est un événement. Moi, je ne savais pas ce que c'était. C'est quoi? Dites-nous tout. Alors. Le terme, RAR, en effet, c'est pas très joli comme ça. C'est une renonciation anticipée à l'action en réduction. Mais là, je parle devant des professionnels qui savent exactement ce que c'est. C'est qu'en effet, on renonce à une part de sa succession à laquelle on aurait légalement le droit, pour en faire profiter la fondation dans cette hypothèse-là. Donc nous, mes enfants ont dû signer ça avec le notaire de la famille, plus un notaire désigné par la compagnie, pour être sûr que les enfants ne soient pas manipulés par la famille ou par le notaire de la famille. Et j'avais aucune inquiétude, c'était évident, c'était de nos valeurs familiales, mais malgré tout, c'était quand même une émotion pour moi. Bien sûr, c'était un contrat d'engagement qui est fort. C'est pas mal, la RAR. Moi, je trouve que c'est une bonne solution. C'est un très bel outil, et c'est un vrai pacte familial, justement. C'est ça, il faut le voir comme un pacte familial, en fait. C'est exactement ça. Exactement. Et je voudrais vous témoigner aussi, pour compléter ce que vous disiez, Thomas, par rapport à l'entreprise et l'intérêt que peut y trouver le chef d'entreprise qui se dépossède partiellement. Moi, j'ai décidé d'aller rendre compte aux salariés de l'entreprise de ce qu'on faisait avec l'argent qu'on reçoit. Donc, tous les ans dans l'entreprise, on rassemble tous les salariés pendant les heures de travail. Et donc, ces séances sont obligatoires. Et le dirigeant, je le faisais, et mon successeur le fait, présente tous les résultats, tous les faits marquants de l'année, etc., les budgets, etc. Et là, cette année, pour la première fois, j'ai pris 10 minutes. J'ai fait que ça d'ailleurs, parce que moi je suis plus du tout dans le business, pour témoigner de ce que faisait Superbloom. Donc qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Et je suis venu pour leur dire merci, pour leur dire grâce au fait que vous faites un bon boulot, que la boîte marche bien, qu'elle fait des bénéfices et qu'elle distribue des dividendes. Voilà les actions qu'on peut mener. Nous, en gros, c'est pas un secret. On touche à peu près, là ça fait 3 années que le business se passe bien, on touche 1 million dans le fonds de dotation. Donc on a de quoi agir. On n'est pas à 50 000 euros ou 20 000 euros ou même 100 000 euros. Et donc on avait aussi des témoignages de présidents d'associations par rapport à leurs actions. Et bien sûr que les salariés sont fiers, mais sont surtout motivés. C'est un moteur extraordinaire. On peut imaginer qu'un salarié qui gagne 2 000 euros ou 1 500 euros par mois, il est plus motivé pour travailler dans une boîte où on sait que l'argent va servir à des associations qui œuvrent pour le bien commun, c'est-à-dire des gens qui ont des fragilités, on en a tous dans nos familles, dans nos amis, dans nos voisins, ou qui œuvrent pour la planète, comme Yvan Chouinard. C'est plus motivant de travailler dans une boîte comme ça que de travailler pour d'autres fonds de pension.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Notaires Conseils d'entreprise. Pour en savoir plus sur l'association, rendez-vous dans le descriptif.